Alors, chers amis, bonjour. Je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette journée en fait consacrée à une thématique que nous avons montée ensemble depuis plusieurs mois à propos de lundi. Nous posons notre premier implant. Cette journée en fait va s'articuler en deux parties. La première ce matin, c'est un live et sera prolongée par un atelier cet après-midi. A priori, l'atelier est déjà complet. Et il a été important, et je remercie d'ailleurs le comité scientifique de l'ADF et les docteurs Marwan Das et Karim Dada, nous avoir laissé l'opportunité de lier ensemble le travail de nos assistantes et des praticiens et des chirurgiens. Je remercie d'ailleurs l'équipe du docteur Gardella et de toutes ses assistantes et jeunes praticiens, ainsi que notre patiente, de se mettre à nu, de se mettre au travail devant vous, devant nous. Et vous verrez qu'ils ont, bien que ce ne soit pas leur premier implant, adopté des stratégies pour éviter que des erreurs, que des événements indésirables arrivent. L'idée est de vous permettre, en équipe, de réaliser des actes chirurgicaux de façon la plus sécurisée et la plus sereine possible. Le schéma que je vous montre actuellement, c'est une façon assez simple et schématique de la philosophie que veulent mettre en place les facteurs humains, c'est-à-dire essayer de mettre différentes barrières de protection pour que des événements indésirables puissent ne pas se dérouler ou, si jamais ceux-ci doivent se dérouler, qu'une erreur doit pouvoir se produire, que celle-ci soit stoppée à différents moments ou alors que ses effets soient limités le plus possible. Humaine. Dans les années 2000, l'Académie de médecine aux États-Unis a émis un rapport qui a fait grand bruit à cette occasion, où ils ont mis en évidence que chaque année, plus de 100 000 morts aux États-Unis étaient liées à des erreurs médicales. 10 ans plus tard, ce n'est pas 100 000, mais c'est presque 300 000 morts par an liées à des erreurs médicales. Ces erreurs médicales provoquent des victimes, le patient en premier lieu, c'est évident. L'équipe soignante en deuxième lieu, qui peut être meurtrie par l'apparition d'une erreur médicale. Votre cabinet, votre structure, votre clinique. Et si on n'a pas essayé de dépister d'où venait cette erreur ou cet événement désirable, ça peut continuer à se reproduire pour les autres patients. Et l'enjeu, c'est de se rendre compte que dans plus de la moitié de ces erreurs médicales, la technique, elle n'est pas mise en jeu. Ce qui est mis en jeu, c'est le fonctionnement, la communication, les vérifications. L'intégralité de la prise en charge de la patiente a été réalisée, c'est l'utilisation de checklists. Les checklists, il en existe divers. Dans les cabinets, les assistantes sont tout à fait rodées à l'utilisation de checklists pour pointer le matériel, pour s'assurer un certain nombre de choses. Les checklists dont je parle aujourd'hui, c'est des checklists de sécurité. Dans les années 2000, il y a la mise en place d'une checklist que certains connaissent s'ils travaillent au bloc opératoire, qui a été modifié par la HAS, où on évalue un certain nombre de paramètres. On ne va pas se demander quel est le type d'implant qui va être posé, mais est-ce qu'on l'a bien avec nous? Est-ce que c'est le bon patient qu'on a avec nous? Et donc vous avez des choses à cocher avant l'intervention, pendant l'intervention et à la fin de l'intervention. Donc voilà quelques outils qui peuvent vous permettre d'assurer une meilleure sécurité et obtenir de meilleurs résultats avec vos patients. Je vais laisser maintenant la parole au docteur Théo Fassi qui va lui rentrer dans le sujet un peu plus en profondeur sur notre intervention de ce matin. Et je vous le répète, n'hésitez pas à poser des questions sur l'application. C'est la séance B19 et je tenterai d'y répondre au fur et à mesure de la séance. Merci. Bonjour à tous, merci Guillaume. Avant d'essayer de vous donner toutes les clés nécessaires pour poser un implant dans les meilleures conditions, laissez-moi vous représenter un petit peu l'équipe. Donc, le docteur Timur Savino est moi-même ici présent pour vous présenter le cas clinique qui débouchera sur une chirurgie en direct, chirurgie qui sera réalisée par le docteur Jean-Pierre Gardella et commentée par le docteur Hugo Guercy. Un grand merci également à nos brillantes et compétentes assistantes Amélie et Gwendoline et un énorme merci à Marine, notre patiente du jour. Avant toute chose, laissez-moi vous rappeler qu'un état de stress survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. En effet, le stress, c'est un phénomène qui est complètement normal dans nos professions médicales, mais des états de stress cumulés ou trop importants peuvent entraîner panique, diminution des facultés mentales ou encore impossibilité de prendre une décision.
Il faut également suivre un montage directeur. L'implant, c'est un moyen et sa position va être dictée par la future prothèse d'usage. Et comme vous l'a dit Guillaume tout à l'heure et que nous allons revoir en détail tout au long de la présentation, nous allons essayer de suivre des questionnaires qui ont été réalisés par l'organisme de formation FOR pour éviter de rien oublier, à l'instar de l'aviation. Donc nous y reviendrons tout au long de la présentation. Ces checklists doivent être checkées en amont et en aval de la programmation de l'intervention jusqu'à la fermeture de la salle d'opération. Je vais maintenant passer la parole au docteur Timour Savino qui va vous présenter le cas clinique. Merci Théo, merci à vous tous de vous être levés ce matin donc, pour assister à cette chirurgie en direct. Je vais donc moi maintenant me charger de vous présenter le cas clinique de cette patiente que nous appellerons Marine. Marine est donc une femme née en 1989. Elle travaille dans le milieu de la mode. Il y a diastème entre la 13 et la 14 avec une rotation distale de la 14. Il y a persistance sur arcade de la 85 avec agénésie de la 45. L'analyse occlusale maintenant dans le secteur 1,4, donc à droite, révèle une classe 2 molaire liée à la persistance donc, sur arcade de la 85 qui a un diamètre mésodistal qui est supérieur à la 45. Une classe 1 canine. Dans le secteur antérieur, une DDM incisive, mandibulaire, un excès de recouvrement incisif, et donc on confirme le diagnostic de parodontite. Reste maintenant à déterminer avec quelle intensité, je dirais. Donc on réalise un charting parodontal. Et là, qu'est-ce qu'on constate ? On a énormément de carrés rouges, énormément de carrés bleus, qui correspondent en fait au site où il y a du saignement en sondage, et où il y a de la plaque. On a un score de plaque moyen de 54%, un indice de sondage de 67%. Et lorsqu'on réalise en fait la mesure des profondeurs de poche, on tombe sur une moyenne de 2,6 avec des zones supérieures ou égales à 4 mm qui correspondent aux endroits où on avait constaté les alvéolyses au niveau radiographique. Bref. Et il y a la possibilité de faire des coiffes implantoportées avec pose préalable d'implant. Donc, pour des raisons évidentes, en première intention, dans ce cas-là, on oriente le choix vers une réhabilitation implantoportée. Mais pour pouvoir poser un implant, il faut pouvoir déterminer au préalable si c'est faisable. Et c'est ce que va nous décrire donc maintenant le docteur Fassi lors de l'examen préimplantaire. Et repérage du volet sinusien, on décolle tout doucement, avec des décolleurs à sinus, la membrane de Schneider. Très important d'aller décoller jusqu'à la paroi palatine pour l'apport sanguin. On met une compresse humide à l'intérieur pour dilacérer de manière atraumatique les dernières fibres. On comble, ici c'est une allogreffe. Idéalement, on repositionne le volet osseux, comme c'est le cas ici. On dispose d'une membrane collagénique résorbable et on suture. Nous allons maintenant passer la transmission en direct. Eh bien d'abord, bonjour à tout le monde. Merci Guillaume, merci Théo et Timour pour cette présentation. Voilà. Alors nous allons commencer. Marine, tu vas ouvrir un tout petit peu s'il te plaît. Voilà, super. Tu as fait quoi Jean-Pierre comme type d'anesthésie ? Alors on a fait une anesthésie parapicale, vestibulaire et palatine. Voilà, on vient de faire un rappel, on avait commencé à faire cette anesthésie il y a quelques dizaines de minutes. C'est bien de chauffer les carpules un peu. Alors évidemment, toujours pareil, on réchauffe les carpules pour qu'il n'y ait pas de choc thermique. On utilise des aiguilles avec un triple biseau, ça c'est très très important. Et on injecte très lentement, ce qui limite évidemment les possibilités de choc durant l'anesthésie, et évidemment le patient dans ce cas-là ne sent quasiment pas, et ça c'est quelque chose de très bien, ne pas faire mal à ses patients, c'est quand même important. Le guide écarte naturellement le lambeau vestibulaire. Alors là, comment tu sais qu'il est bien en place ? On va le voir. Voilà. Ici on a une fenêtre
Et ça, c'est la dent proximale, et on voit qu'il n'y a pas d'espace entre la dent proximale, cette fenêtre-là, me permet de contrôler dans cette zone-là le parfait ajustement du guide chirurgical. Donc avec la sonde, tu ne veux pas passer entre le Non, guide et la dent. je ne passe pas entre la dent et la sonde. Bien, lorsque vous avez fait votre planification, s'assurer que vous avez bien été livré du forêt pilote qui correspond au guide que vous avez commandé. Sinon, voilà. Donc je vais forer doucement. Voilà, là je sais que je rentre dans le tissu osseux. Donc tu sens une résistance. Je sens une résistance. Alors il ne faut pas oublier que c'est un site que nous avons greffé, je pense, il y a 5 ou 6 mois. Donc je vais doucement, on monte, on descend. Toujours beaucoup d'irrigation, c'est important pour ne pas léser le tissu osseux. Voilà, c'est quand même assez dense, Hugo, tu vois. Là, on est à quelle vitesse au niveau du moteur? Bon, écoute, on est à combien là, Amélie? Pardon? 20 000. On est à... Mais alors, ce que je vous conseille d'avoir, c'est un moteur avec une pédale qui vous permet je dirais, de faire varier la vitesse, parce que là, je tourne vraiment pas très très vite. Voilà, j'arrive sur la butée. Donc, je vais retirer mon forêt et je vais demander à Amélie immédiatement. On va retirer le guide également. Je vais lâcher le menton, serre doucement. Voilà, regardez, reste comme ça, Marine. Et vous voyez qu'on est pile poil sur la cuspide vestibulaire du projet du bas. Regardez cet implant, c'est un implant à surface hybride. Les 3 premières spires près du col sont lisses. Ne bouge pas, Marine, s'il te plaît. Et donc, le choix de cet implant, compte tenu des antécédents de maladies parodontales de la patiente, c'est un choix qui est résolument prophylactique et qui, à mon avis, est un choix très très intéressant. Marche avant, Wellington, sans irrigation. Ça va, je passe. Voilà. Nickel, merci. Donc on a suffisamment d'os sur la face vestibulaire, on a au moins pratiquement 3 mm d'os sur la face vestibulaire. La stabilité primaire est importante, ça saignait correctement. Donc conditions chirurgicales très positives. On va mettre... Voilà, Marine, tu ouvres un tout petit peu. Et vous voyez que la 4, on n'a pas complètement fini de la déroter parce qu'on a pris un peu de retard dans le traitement d'orthodontie et qu'on aura un espace, dans 1 mois et demi, on aura un espace qui sera un peu plus important. Un plan dans un miroir. Voilà, super. Surtout ne ferme pas. Voilà, là je m'arrête et je vais utiliser la fameuse clé à cliquer. Vous voyez, je suis à 40 et ça ne bouge pas. Peut-être dans le miroir. Vous me donnez le miroir? On va nettoyer un tout petit peu en haut. Et j'ai le sentiment, très franchement, grâce au travail de tout le monde, et je voudrais remercier Hugo, Gwen, Amélie, Théo, Timour, et puis ceux qui ne sont pas là, qui sont restés à Marseille, Aurélie et Romain, parce qu'on a tous œuvré pour que cette chirurgie se passe dans de bonnes conditions. Très franchement, là, on va maintenant repasser la parole à Hugo et à Théo pour vous expliquer un certain nombre de choses concernant tout ce qui est post-op, d'accord, et les checklists forts, les recommandations post-opératoires aux patients, etc. Vous allez assister à tout ça en direct. Et puis moi, si je ne me perds pas, je vous retrouve d'ici 5 à 10 minutes. C'est bon? J'ai la sensation que les radios sont assez évocatrices du bon positionnement des implants. Le micro. Super. Vous voyez la radio, c'est bon? Oui, la radio est bien affichée. Donc ça, c'est celle de l'implant maxillaire. Et on a celle de l'implant mandibulaire qui est là. Hop. Un peu de contraste. Donc référence de l'implant, couple d'insertion de l'implant, référence du pilier de cicatrisation ou du pilier prothétique ou de la vis de couverture avec le serrage, le fil de suture utilisé, toutes les informations qui vont nous permettre, si un jour on en a besoin, de se rappeler ce qu'on a fait pendant la chirurgie. Et deuxième chose, le passeport implantaire du patient. Donc ça, c'est le patient qui le garde. Ça va référencer
le type d'implant, le type de pilier et le type de prothèse qu'il va y avoir sur l'implant. Comme ça, si un jour le patient il a un problème sur son implant, le pilier ou la prothèse, et qu'il n'est pas dans notre cabinet, ben, s'il a ça, le praticien qui va le recevoir, il aura quand même des données intéressantes pour pouvoir soigner le patient s'il y a un souci. Nous vous remercions pour votre attention. Et comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, en plus de l'équipe ici présente, nous remercions Romain, qui est le responsable audiovisuel du cabinet, et Aurélie Gervais, qui est la responsable administrative. Alors, merci à vous, merci à Jean-Pierre qui nous a rejoints. Je voudrais qu'on l'applaudisse parce que ça a quand même été une sacrée intervention. Et on a 5 minutes, donc il y a un micro dans la salle, donc si certains ou certaines veulent prendre la parole et profiter de la présence de Jean-Pierre, c'est le moment ou jamais. On a pour une fois un tout petit peu d'avance. Donc il y a quand même un bénéfice pour le patient qui est évident. Maintenant, la sélection du patient reste quelque chose d'essentiel. C'est vrai pour les implants, mais c'est vrai pour le reste aussi. On a parlé des facteurs de risque comme le patient qui est fumeur ou atteint de maladies parodontales. Il doit y avoir un consentement éclairé en amont. Et surtout, le patient doit accepter de se soumettre à un suivi qui n'est pas uniquement post-opératoire, mais qui est un suivi à vie. Eh bien, merci à tous, merci encore à l'équipe de Jean-Pierre, merci à notre patiente et on vous souhaite une bonne suite de congrès.